C'est cadre avant l'heure. Là, ça tourne. Je suis ici complètement contre toi. Allez, très bien. Ah, tu vas bouger où? Alors, dis-moi à peu près où tu bouges. Non, parce que je vais venir près de toi. Hein. Comment? Ah ben, je suis prêt, oui. Tu verras près de moi. D'accord, oui. Le cadre est là-bas. Hein. Ne bouge, tu as les marques. Hein. Tu veux que je mette des marques C'est cadre avant l'heure. Là, ça tourne. Je suis ici complètement contre toi. Allez, très bien. Écoutez, bienvenue à tous, bonjour. Alors, je vais faire un petit mot d'accueil pour quelques remerciements et aussi pour présenter Gérard. Et je tenais beaucoup pour commencer à attirer votre attention sur le fait que aujourd'hui, c'est une journée particulière. C'est une double avant-première en réalité. Une avant-première pour un film, on en parlera, mais c'est aussi, il faut le dire, une avant-première pour le bâtiment et pour cet amphi, pour les locaux, puisque c'est la première fois qu'on organise un événement dans cette salle, dans cet amphithéâtre de la Milk. Bien sûr, ce n'est pas une inauguration officielle, ça n'a rien, aucun caractère officiel dans ce qui se passe aujourd'hui, mais symboliquement, malgré tout, on est très heureux que l'histoire de cet amphithéâtre, dans cette maison de la Milk, commence par cette séance aujourd'hui. Et je le dis d'autant plus volontiers que j'ai une pensée que je tenais à partager avec vous pour Olivier Christian, qui a été notre président à Lyon 2 entre 2008 et 2009. Il n'est pas resté longtemps, mais il a eu le temps d'avoir une grande idée, qui est de proposer à l'Université de Lyon de construire un nouvel équipement, Lyon 2, Lyon 3, commun à l'Université de Lyon 2 et à l'Université de Lyon 3, qui est précisément cette maison internationale des langues et des cultures qu'on vient de nous livrer, et dans lequel nous sommes hébergés avec notre équipe de recherche, notre laboratoire Passage 2021, qui est ici représenté par notre directrice Martine Boyer-Weyman, dont je salue la présence très amicalement. Alors la particularité de ce projet-là, du projet Maison internationale des langues et des cultures, était à la fois d'être une maison qui abrite des équipes de recherche avec une dimension scientifique, mais aussi d'être une maison qui ait un rayonnement culturel et qui soit ouvert sur la ville. Et ça, c'est une chose très importante, que les chercheurs ne s'enferment pas complètement dans leur bunker, mais qui est également un espace qui soit un espace prévu pour les colloques, pour les événements scientifiques, mais aussi pour des événements culturels susceptibles d'être ouverts et d'accueillir des gens qui ne sont pas forcément universitaires. Alors la rencontre aujourd'hui qu'on vous propose est effectivement à l'image de cette double vocation de cette maison, à la fois culturelle et scientifique, puisque cette séance vous est proposée dans le cadre d'un projet de recherche,
le projet Débordement cinématographique, qui est porté par Dario Mashuri, ici présent. Et ce projet, précisément, s'intitule « Études des marges esthétiques et culturelles ». L'axe de recherche cette année, l'axe principal, c'est l'expérimentation documentaire. Et dans le cadre de ce projet, bien, nous tenons un séminaire, 2 séances par mois, mais également, nous avons le projet d'organiser un colloque au mois de novembre dans cette salle. On s'y retrouvera autour de l'expérimentation documentaire, précisément, avant d'étudier les marges l'année suivante. Voilà, alors, le projet du groupe de recherche comporte aussi un volet culturel. Ça tient aussi à la possibilité de Dario, qui était directeur du Nodo Fest Doc. Ça, Nodo Doc Fest, c'était Nodo Doc Fest à Trieste, 2009-2012, et qui par ailleurs élabore des programmations et l'habitude d'essayer d'articuler la recherche à une programmation culturelle, la volonté de montrer des films. Quand il s'agit de se mettre en valeur le cinéma indépendant, ça commence aussi par ce geste-là, qui est de montrer des films qu'on ne peut pas trouver dans les circuits commerciaux, bien sûr. Donc cette séance est un peu, là aussi, au carrefour, à la croisée des chemins entre l'action culturelle et une séance du laboratoire. La caméra de film. Vous voyez, comme des autoritaires dans sa mise en scène pour le cadre. Alors, je vais quand même te présenter d'une manière un peu fantaisiste. Voilà, et tu as toute liberté pour m'interrompre de manière intempestive, pour rectifier. C'est toujours embarrassant quand on a la personne qu'on présente à côté de soi. Mais je te présente sous le signe des débordements, parce que ça s'appelle débordement cinématographique. Et pour moi, tu es quelqu'un qui déborde d'activité, donc c'est pas si simple de te présenter. Je ne voudrais pas être trop long, mais c'est vrai qu'on ne peut pas uniquement résumer ton activité au fait de fabriquer des films. Tu es cinéaste avant toute chose, et pour ça, mais tu es aussi, je le signale quand même en passant, tu es acteur aussi. Ouf, non, c'est subalterne. Bon, poète. Un Un peu poète. Ciné-poète. Ciné-poète. Écrivain de cinéma, ça oui. Plusieurs livres sur Schratter, sur Garel notamment. Exact, oui. Voilà, et aussi producteur indépendant. Immanquablement. Immanquablement. On est obligé quand on est un cinéaste indépendant. Alors, quand on est un cinéaste indépendant, on pose un problème à la personne qui vous présente, justement de par l'abondance de la filmographie. Comment présenter en 30 secondes quelqu'un qui a fait plus de 700 films et qui a même renoncé à compter le nombre de films que tu as fabriqués? Donc, j'ai fait un choix. Alors, pas d'inventaire des films, on va avoir l'inventaire des rues. Peut-être que l'idée de faire un inventaire des films de Gérard Courant, c'est un projet de film en soi. On pourrait faire inventaire de mes films. Ce serait un très long métrage. Alors, plutôt qu'un inventaire, un florilège, vous donnez un peu une idée d'une activité qui commence en 1976 par un court-métrage qui s'appelle Marilyn, Deluxe et Lennon, qui se poursuit en 1977 par un long-métrage. Alors là, j'ai quand même tenu à noter le titre, parce que le titre est tout un programme. Ton premier long-métrage s'intitulait « Urgent » ou « À quoi bon exécuter des projets, puisque le projet en lui-même est une jouissance suffisante ». Alors, ce titre et ce film ont reçu un prix à Belfort, Festival de Belfort. C'est un film qui a fait scandale, très provocateur. C'est tout. Voilà. C'est incroyable. En tout cas, je sais que c'est un film qui voulait détruire le cinéma, qui était anti-tout. Je ne suis pas sûr que ce soit cette position de jeunesse qui a été tenue par la suite, parce que tu as une grande œuvre qui vient démentir ce parti pris-là. Totalement. Mais en tout cas, c'était un début prometteur. Ensuite, tu es très connu, il faut le dire, pour une grande œuvre, même si elle a fait un peu d'ombre à l'ensemble des films que tu as pu faire en parallèle. Je l'ai surtout connu comme étant le grand portraitiste du cinématographe. C'est vrai que l'entreprise des cinématons est quelque chose d'exceptionnel. Commencé en 1978, tu as fait le portrait de bientôt 3000 personnes. C'est ça, c'est absolument considérable. Donc ça fait une trentaine d'années que tu filmes
toujours selon le même dispositif, 3 minutes 25, plan fixe, caméra fixe, gros plan, muet, en laissant la personne faire ce qu'elle veut, et très vite. Et qu'il y a tout un microcosme qui a défilé devant ta caméra, de personnalités, de cinéastes, de critiques, souvent liés au cinéma, la plupart liés au cinéma. À l'art en général. Et à l'art en général. Voilà. Donc ça, c'est une œuvre en cours qui a ce côté un peu particulier d'être peut-être le plus long film de l'histoire du cinéma. En tout cas, réalisé par un cinéaste seul. Parce qu'il existe un film plus long, mais il est réalisé par un collectif de 10 cinéastes qui ont fait un film de 240 heures. Ils ont fait chacun 24 heures. Mais moi, je me suis contenté de 192 heures pour l'instant. Voilà. Et en solo. Mais aussi, on peut les voir par tranche de 3 minutes 25 en fonction de la personnalité dont on veut retrouver le cinématon. C'est aussi une façon de dire que, bon, on pourrait faire une séance entière, des séances entières, ils ont fait, c'est vraiment une série qui a circulé dans le monde entier, dans toutes les cinémathèques, avec des découpages variés, des thèmes variés, il y a 1000 manières d'en faire un cinématon, et les intégrales aussi, marathon. Voilà, bon. C'est très intéressant pour s'interroger sur qu'est-ce que c'est qu'un portrait cinématographique, sachant que la personne est libre de faire ce qu'elle veut, dans le cadre. C'est aussi un symptôme chez Gérard Courant, les cinématons, qui est le symptôme sériel. Dominique Noguès l'a dit il y a très longtemps, il disait que Gérard Courant est un cinéaste qui filme le monde de manière sérielle. C'est pas tout à fait la formule exacte. Filme le monde de façon sérielle, c'est ça la formule exacte. Mais c'est vrai que les séries, c'est un élément qui caractérise ta démarche. Alors on pourrait faire une série de tes séries, il y a des portraits, il y a les couples, il y a les trios, il y a les ponts de la Seine à Paris, il y a tes lieux d'habitation. Notamment Lyon. Il y a les 24 passions. 24 passions, c'est un projet très particulier parce que ça s'est fait sur 24 ans, où tu es parti chaque année le jour de la semaine sainte, pendant la semaine sainte, le vendredi je suppose, pour vendredi saint, pour filmer la Passion du Christ à Burzet, village en Ardèche, qui se prête à cette reconstitution avec les villageois et toujours les mêmes personnes dans les mêmes rôles, plus ou moins. Mais j'ai continué après les 24. Parce qu'on a fait un film 24 passions, mais après j'ai continué. J'ai encore filmé là, il y a un mois. Voilà. Alors, dans les séries, il y en a d'autres. Il y a une série Cabot. On en découvre un peu tous les jours. Ciné Cabot, Cinématou. Oui, il y a aussi les façades des cinémas. Oui, il y a vraiment des choses surprenantes à découvrir. À côté de ça, il y a des ovnis. Il y a par exemple l'ascension de Notre-Dame de la Garde à Marseille. C'est vrai, oui, ça fait partie, séquence ça fait partie des carnets filmés. Alors l'ascension de Notre-Dame de la Garde à Marseille, plan séquence d'une heure, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà. Et les carnets filmés dont tu parles, qui constituent une œuvre à part, je crois que la caméra qui tourne là, elle le fait pour les carnets filmés, puisque tu es un archiviste de ta propre vie. Et de la vie des autres aussi. Et de la vie des de autres. vos vies aussi. Et des gens que tu rencontres, que tu connais, alors. Et ça ressemble un peu à un journal en littérature, mais il y a des choses, des matériaux très, très divers dans tes carnets filmés. Il n'y a pas uniquement tes rencontres. Il y a beaucoup de rencontres avec notamment des cinéastes que j'apprécie, mais il y a aussi beaucoup de voyages et puis beaucoup d'exploration de lieux. Il y a des carnets filmés à Lyon, par exemple. Alors, et puis, il y a beaucoup de villes que j'aime, que je filme, refilme au fil des années. Voilà. Alors, pour Lyon, précisément, on va terminer par ta présentation, par ton travail sur Lyon. Là, il y a vraiment des choses aussi qui commencent à s'empiler. Hein. Il y a un rayon de... Enfin, j'espère qu'ils finissent de s'empiler, parce que là, maintenant, le projet est clos. Alors, tu as quelques carnets filmés à Lyon, mais le principal, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est-à-dire c'est l'inventaire des lions de cinéma en ville que tu nous présenteras tout à l'heure. Formidable inventaire que tu as consacré plus de 10 ans de ta vie pour tourner toutes les rues et toutes les places de Lyon. Autrement dit, vous l'avez compris, c'est le travail de Gérard Courant, c'est d'abord quelque chose qui se caractérise par son ampleur. On peut dire que l'ampleur fait œuvre aussi, et que plus les années passent, plus c'est imposant et important. On peut dire aussi que c'est une filmographie qui a la particularité d'échapper à
un format qui serait un format industriel, même l'unité film, on ne sait plus trop bien ce que c'est. Est-ce que c'est 3 minutes 25 ou est-ce que c'est 192 heures ou 240 heures? On ne sait plus très bien. Les carnets ont la durée qui en compte. Enfin, tu t'es affranchi complètement de la question des formats. C'est un cinéma de liberté. Et c'est surtout un cinéma qui se fait en marge de l'industrie cinématographique, de façon tout à fait indépendante et en grande partie autoproduite. On y reviendra aussi. Et cette indépendance-là fait que tu es une figure de ce cinéma indépendant, maintenant connu bien au-delà des cercles cinéphiles parisiens. Tu as eu des grandes rétrospectives à Dubaï notamment. Pas seulement. Mais pas seulement, dans des cinémathèques, dans des musées, etc. On est extrêmement fiers et heureux de t'accueillir ici dans un centre universitaire à l'occasion de cette avant-première donc, des films sur Lyon. J'ajoute qu'on t'accueille dans... Je reviens une seconde sur la question du groupe de recherche. C'est évident que pour nous, qui travaillons sur le cinéma d'expérimentation, le documentaire d'expérimentation, et pour les gens qui travaillent en marge de l'industrie, qui montrent qu'on peut faire du cinéma tout à fait différemment que le cinéma de long métrage qui est exploité dans les salles, c'est une œuvre importante, essentielle. Et je dirais que c'est le travail que tu proposes, la recherche que tu proposes sur Lyon, c'est aussi une forme de recherche, quelque part. En tout cas, ça peut s'inscrire dans des horizons de recherche très variés, et pas seulement cinématographiques. Alors, je sais qu'il y a quelqu'un de l'école d'architecture qui est là parmi nous, et c'est évident que l'inventaire cinématographique d'une ville peut intéresser des urbanistes. D'ailleurs, l'annonce de la séance a été reprise sur l'ABEX Intelligence des mondes urbains. Ils l'ont bien annoncé. C'est bien identifié, bien repéré. Je suis persuadé que des gens qui s'occupent du paysage urbain, des urbanistes, des sociologues, des anthropologues, et plus tard des historiens de Lyon, peut-être dans un siècle, se précipiteront avec très grande curiosité, voir dans quel état Lyon a pu être dans la décennie 2000-2010. En plus, tu as filmé Lyon, on y reviendra sûrement dans le débat, à une époque de mutation accélérée. C'est comme ça, mais il se trouve que tu as saisi la ville dans un de ces moments de transformation les plus évidents, en tout cas pour nous qui y habitons. Donc c'est déjà très intéressant pour nous, avec le recul, de regarder ce travail d'anthologie dans toutes les sciences du thème. Voilà, c'est une façon aussi de dire que ton travail débordait du champ du cinéma. La séance va donc se dérouler comme ça. Je te propose de présenter donc Lyon au-dessus des grandes villes. On passera le film, qui dure 1h35. On échangera tous ensemble autour de ce travail, de manière plus ample, les conditions dans lesquelles tu procèdes. Et si on a encore un petit peu de temps avec la fin de séance, la cerise sur le gâteau, c'est la présentation des places, des parcs, des squares et des jardins du 7e arrondissement. C'est un court-métrage de 24 minutes extrêmement plaisant et qui nous fait découvrir beaucoup de lieux très proches, mais pour autant parfois inconnus du quartier. Alors, je vais essayer d'être court parce que ça sera intéressant de pouvoir parler après la projection. Donc, ce que vous allez voir, c'est l'inventaire, enfin, c'est le titre générique global, c'est Lyon, autopsie d'une grande ville. Et là, vous allez voir l'inventaire filmé des rues du 7e arrondissement. Et si vous voyez les rues du 7e arrondissement, il faut savoir qu'il y a des rues qui ont été filmées de tous les arrondissements. Donc, le film a été terminé il y a quelques mois. Et j'ai filmé environ les 1500 rues, alors rues, avenues, boulevards, impasses, passages de Lyon, et les 400 places, squares, jardins, voilà, de Lyon. Donc là, il y a 1h35 de vue de rue. Alors pour tout le film, le principe il est très simple. N'importe comment vous allez le découvrir et vous allez comprendre très vite comment ça fonctionne. Donc j'ai filmé chaque rue en plan fixe, si vous voulez, un peu pour schématiser un peu sur le principe des vues lumière. Donc la caméra est sur un pied et elle filme pendant entre 20 et 25 secondes la rue. Et avant la rue, il y a la plaque qui a été filmée, le nom de la rue. Et donc toutes les rues sont montées par ordre alphabétique.
Donc c'est le pur hasard de l'alphabet qui nous permet de voir les rues dans cet ordre-là. On aurait pu choisir un autre ordre, mais j'ai choisi celui-là. Et pour l'ensemble du projet, c'est comme ça. Donc le projet, en fait, sont 9 films d'arrondissement de rue, un pour chaque arrondissement, et 9 films de place qui correspondent aux 9 arrondissements de Lyon. Je n'ai pas grand-chose à dire maintenant. Je pense que c'est mieux de se réserver pour tout à l'heure, pour vous expliquer comment ça s'est passé, quelle était la genèse du film, comment il a été produit, comment il a été tourné, et dans quelles conditions il a été réalisé. Voilà. C'est bon les micros, oui, voilà. C'est un petit peu comme ça. Bon, dans l'expérimentation documentaire, il y a la notion d'expérience, et je pense que là nous avons vécu une expérience de cinéma qui nous a fait traverser l'arrondissement comme on n'aura jamais l'occasion de le traverser cinématographiquement parlant. Il y a énormément de choses qui évidemment viennent à l'esprit, ne serait-ce que parce qu'on a l'impression que Lyon est une ville où il ne pleut jamais, et aussi une ville où la circulation automobile, c'est extrêmement bruyant, où l'automobile est reine. Je suis absolument, ma impression première, c'est d'être effrayé par cette ville pour la voiture. C'est parce que on en pensera dans 100 ans ou dans 50 ans, mais déjà maintenant ça paraît un arrondissement qui est fait plus pour les voitures que pour les hommes. On voit beaucoup plus de véhicules que de personnes dans les rues, c'est tout à fait notable. Là. Voilà, alors ce serait bien que tu nous précises un petit peu la façon dont tu as travaillé pour ce travail aussi systématique. Je vais vous parler de la jeunesse, du projet. Parce qu'en fait, le projet remonte en fait à très loin, parce que je dirais même à mes tout débuts au cinéma, parce que quand j'ai commencé à faire des films au milieu des années 70, j'allais beaucoup au cinéma à ce moment-là, je m'intéressais énormément au cinéma, je voyais beaucoup de films par jour, et j'étais passionné par le cinéma et par certains cinéastes, et par certains cinémas nationaux, et donc à mesure que je voyais des films, je voyais des choses absolument extraordinaires en me disant, mais par exemple, quand j'ai découvert l'œuvre de Bergman, je sais pas, ou d'Antonioni, je me disais, mais c'est incroyable, il y a des gens qui ont pu faire ça, il y a quelqu'un dans le monde qui a réussi à faire des choses pareilles. Et puis j'ai découvert d'autres cinéastes, Tarkovsky, et beaucoup d'autres, et à ce moment-là, je voulais faire des films, et je me disais, mais il ne faut pas faire des films, avec des cinéastes aussi géniaux que ça, on va être d'une médiocrité absolument, c'est pas possible. Et plus je voyais des films, et plus je me disais n'importe comment, si je dois faire des films un jour, il faut que je fasse quelque chose qui n'a jamais été fait dans le cinéma. C'est-à-dire que si c'est pour reproduire ce qui existe déjà, c'est pas très intéressant. La plupart des films qu'on voit quand on va au cinéma, on a toujours l'impression de les avoir déjà vus 1000 fois. Donc l'objectif a fait que je me suis fixé, le jour où j'ai commencé vraiment à faire des films, c'était essayer de faire des films qui n'avaient jamais été faits dans le cinéma. Alors, des fois, ça pouvait être casse-gueule, ça pouvait, c'était risqué, mais voilà, c'est le challenge que je m'étais donné à moi-même en me disant, à partir du moment où je fais des films, je vais essayer de creuser quelque chose, creuser un sillon en fait artistique, c'est-à-dire le propre même de l'œuvre d'art, quelque chose qui... L'art, c'est unique, toujours. C'est la différence entre l'artisanat et l'art. L'artisanat, c'est une reproduction presque infinie, par exemple, des mêmes objets. Donc tout artiste, dans quelque domaine qu'il soit, doit être unique. Antonioni est absolument unique. Je ne connais pas un seul cinéaste au monde qui ressemble à Antonioni. Je ne sais pas, Parajanov, j'ai jamais vu d'autres cinéastes qui ressemblaient à Parajanov. Donc, quel que soit dans le domaine où on est dans le domaine artistique, on doit être unique. Voilà, c'est la base. Bon. Donc, cela étant dit, j'ai tout dit et j'ai rien dit. Et en fait,
donc ça remonte aussi au cinématon, parce que c'est le principe de la série. La première série que j'ai créée, c'est les cinématons. J'ai commencé au début de l'année 1978, comme l'a expliqué Jacques Gersen-Korn tout à l'heure. C'est une série qui consiste à filmer des personnalités du monde artistique, du monde entier, selon absolument les mêmes règles. Les mêmes règles, c'était un gros plan fixe de 3 minutes et demie en cinéma muet et dans lequel les personnes sont libres de faire ce qu'elles veulent. Donc à la suite de ça, il y a eu d'autres séries que j'ai créées, et notamment il y a eu une série, j'ai fait un inventaire filmé des rues de Saint-Maurice, qui était la ville où j'habitais, qui est une ville qui est à côté du bois de Vincennes, qui donne sur le bois de Vincennes, à côté de Paris, qui est juste à côté de Charenton. Et donc la première tentative, c'est en 1994, j'ai fait l'inventaire filmé des rues de Saint-Maurice. Et par chance, Saint-Maurice ne comporte que 57 rues. Alors là, ça c'était... et pourtant, ça m'a demandé pas mal de temps à le faire, ce film. Je l'ai surtout tourné en 94 et je l'ai fini en 96. Et à l'époque, je n'avais pas filmé les plaques, j'avais écrit simplement le nom de la rue. J'avais numéroté chaque rue par ordre alphabétique. Et donc, alors, rue 1, je ne sais plus, rue Adolphe quelque chose. Et à chaque fois, je mettais la date de tournage. Un peu comme les cinématons. Le cinématon, il y a le nom de la personne, sa nationalité, puis il y a le lieu de tournage, l'heure de tournage. Et j'avais fait ça pour la série, pour l'inventaire de Saint-Maurice. Et puis, le temps est passé, et c'était en 2002, j'avais fait plusieurs films pour une maison de production qui s'appelait Jacques Aranda à Paris, et qui étaient des films qui étaient pour des chaînes de télévision câblées, donc c'était des films qui étaient financés par le Centre national du cinéma, et c'était par le fonds de soutien, exactement le COSIP. Et donc un jour, le producteur avec qui je travaillais, qui s'appelle Philippe Givas, qui habite à Lyon d'ailleurs, il n'habitait pas à Lyon encore à l'époque, et me dit, il faut absolument que tu me proposes un projet dans les 2 ou 3 jours, parce que on a encore du temps, c'est-à-dire les sociétés de production ont un certain nombre d'heures, un quota d'heures, et par rapport au nombre d'heures qu'ils ont produit l'année d'avant, ils ont droit à une aide pour l'année d'après. Et il me dit, il nous reste de l'argent, donc c'était un projet, et si on peut le finir avant le 31 décembre, s'il peut être diffusé à la télévision avant le 31 décembre, on y va. Donc je lui ai dit, bon, bah oui, j'ai un projet, ça m'intéresserait de filmer le quartier où je suis né, la Croix-Rousse, de faire un inventaire. Et il m'a dit, ok, sauf que dans le cahier des charges, il ne faut pas que le film dépasse 55 minutes. Très bien. Donc je suis allé faire, fin octobre 2002, j'ai fait l'inventaire filmé de tout le quartier. Et à l'époque, ça faisait, je crois, 190 rues, quelque chose comme ça. Et j'en ai fait un film de 55 minutes. Et donc, c'était beaucoup plus rapide. Chaque rue, c'était très rapide, en fait. Ça durait 7-8 secondes. Et bon, je filmais la plaque, je filmais la rue. Et alors, c'était intéressant, mais j'étais très frustré quand j'ai vu... Enfin, je savais que dès le départ, je serais frustré parce que je savais qu'il fallait gagner un peu de temps pour chaque rue, qu'on ait le temps de la découvrir, qu'on ait le temps de voir ce qui se passe, on voit les gens qui passent, on voit des enfants qui peuvent s'amuser, des voitures, je sais pas, le tramway, des personnes en vélo. Et en fait, je me suis dit, bon, très bien, je fais cette commande d'une certaine façon de 55 minutes, mais je garde en tête le projet de faire quelque chose de plus important sur Lyon. Et en fait, donc c'est un petit peu mijoté, on était en 2002, et en 2004, je me suis dit, oui, il faut faire l'inventaire filmé de toutes les rues de Lyon, et j'ai continué en 2004. Et entre-temps, j'ai fait un inventaire filmé à Saint-Marcelin, qui est une ville où j'ai vécu mon enfance, qui est une ville où il n'y a que 127 rues et 17 places. Donc ça fait un film qui dure à peu près 1h17, je crois, ou 1h20 minutes. Je lui ai donné un titre, il s'appelle « À travers l'univers ». Et ce film, la particularité de Saint-Marcelin, c'est une petite ville de 8000 habitants. Donc il y a un centre, et puis il y a aussi des rues qui sont complètement dans la campagne. Et quand j'ai monté, disons par ordre alphabétique, cet inventaire, on avait des vues, par exemple, du centre-ville, qui étaient très brillantes. Puis la rue d'après, on entendait les cigales, c'était complètement en dehors de la ville. Et ça donnait une sorte de patchwork assez étonnant. Et ça donnait, en fait c'était une synthèse de la ville. Et ce film, il a été montré dans pas mal d'endroits dans le monde, à Dubaï, mais aussi à New York, à Buenos Aires. À chaque fois, ça fait un tabac. Et les gens m'ont dit, oh là là, mais nous, on a envie de découvrir cette petite ville. Ça donne vraiment envie de découvrir la ville. Et donc, ça, je l'ai tourné en grande partie en juillet-août 2004. C'est à ce moment-là que j'ai repris l'inventaire de Lyon. Et donc, c'est là que j'ai pris le parti pris de choisir à chaque fois entre 20 et 25 secondes de
curés de chaque rue. Et l'histoire des plaques, donc dans le premier inventaire que j'avais fait à Saint-Maurice, je ne filmais pas les plaques. Et en fait, c'est Philippe Givas, quand on avait eu le projet de la Croix-Rousse, il m'avait dit « Qu'est-ce que tu vas faire pour présenter chaque rue ?» Et je lui ai dit, bon, je lui avais dit ce que j'avais fait pour le film de Saint-Maurice. Il dit « Non, 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 ça serait mieux que tu filmes les plaques. » Et donc on en a discuté, et en fait c'était la bonne idée, parce qu'il me dit oui, les plaques, tu verras, il y a des plaques très différentes les unes des autres, il y a tout un art de la plaque. Alors selon les quartiers, là on a un quartier spécial, mais si on va plus dans le premier ou dans le deuxième arrondissement, vous verrez, enfin, si vous avez l'occasion de voir les autres arrondissements, il y a une assez grande diversité de plaques. Donc c'était en fait lui qui avait lancé l'idée, comme quoi quand on travaille avec d'autres personnes, c'est toujours intéressant d'écouter ça, les propositions. Et donc j'ai continué à tourner jusqu'en 2013, j'ai terminé en 2013 et après j'ai fait le montage et j'ai fini en 2014 le montage. Et donc ça fait environ 1500 rues, environ 400 places et squares, et l'ensemble du film, donc ça fait 18 films, ça fait 16 heures environ. Et par ailleurs, au tournage des rues, je filmais ce que j'appelais des notes, ce que j'appelle les carnets filmés. Et quand je tournais, des fois, je voyais des choses intéressantes qui n'étaient pas dans le projet de l'inventaire, mais je le filmais quand même, ça m'intéressait de le filmer. Et puis donc, j'ai monté ces carnets, ça s'appelle Carnet lyonnais, il y en a 4 épisodes, et les 4 épisodes font 6 heures. Et aussi, dans ces carnets lyonnais, j'ai mis des rues, des plans, des vues de rues que je n'ai pas conservées au montage. Parce que souvent, je filmais plusieurs prises, et je choisissais la prise qui m'intéressait le plus par rapport au montage de l'ensemble. Il y a certaines prises que je n'ai pas gardées qui étaient très bonnes, et en fait je les ai intégrées donc, dans ces notes lyonnaises qui sont, comment dire, ce n'est pas un épigraphe, c'est quelque chose de en plus. Bon, j'ai assez parlé, à vous peut-être de réagir. Ouais, tout de suite, peut-être que c'est la parole. Je voulais vous poser une question par rapport au titre. Alors, autopsie, ça me gêne un petit peu, ça fait une ville morte. Dire qu'il n'y a pas grand monde. Peut-être que vous avez tourné, vous avez vu aux prises pendant l'été, au mois d'août. Pas seulement. Mais, oui, mais pas seulement, mais c'est vrai que l'autopsie, ça me gêne un peu. Mais, enfin, non, mais c'est ce que le coproducteur, là, quand on était. Ce que je n'ai pas expliqué, c'est qu'après la Croix-Rousse, le producteur qui s'appelle Philippe Givas, il était intéressé de produire le film. Il a essayé de produire le film, il n'a pas trouvé d'argent, et en fait, je l'ai autoproduit. Et son associé, justement, m'avait fait la remarque à propos d'autopsie. Et donc, moi, j'aimais bien ce titre, je l'aime toujours bien parce que le cinéma, comme la photo, c'est vraiment. On saisit un moment et qui est mort, voilà. Donc, c'est Lyon à un moment donné précis, qui est mort, qui n'existe plus, on est passé à autre chose. Là, ce que vous avez vu, c'est tourné entre 2008, je crois, et 2013. Et c'est à un moment donné, Lyon. Donc, puis c'était un petit hommage aussi à un cinéaste que j'aime beaucoup, un de mes cinéastes préférés, Otto Preminger, qui avait fait donc Autopsie d'un meurtre, qui est un film, je ne sais pas si vous connaissez ce film. Et un hommage à Ruttmann, parce que... Symphonie. Oui, non, mais c'était par rapport au titre d'autopsie. Cela dit, l'autopsie, c'est aussi, et dans le cinéma expérimental, on le sait, il y a le célèbre film de Brakhage, c'est aussi voir de ses propres yeux. Donc ce n'est pas que au sens médical, c'est aussi au sens de ce que peut faire le cinéma, c'est-à-dire nous montrer quelque chose, une sorte de présent à l'état pur. Je pense que c'est ça aussi la force de ce projet, c'est de nous ramener à cet état originaire du cinéma qui est un regard porté sur le monde. Donc à la fois c'est une manière de vouloir sembler classer une ville, disons, vraiment chaque rue serait représentée, mais ce qui est pour moi extrêmement passionnant, c'est que chaque fois c'est une tranche dans l'espace, c'est une tranche dans le temps. Donc finalement, au bout du compte, on épuise l'arrondissement, même physiquement, c'est toujours... voilà, on suit pendant 1h35, c'est pas évident non plus de suivre jusqu'au bout, et au bout du compte, on n'a rien épuisé, c'est-à-dire on est ramené à cet état éphémère du cinéma qui nous donne un instant.
et un morceau de la rue aussi, un point de vue. Enfin, ça se veut aussi, d'une certaine façon, un cinéma primitif. C'est-à-dire qu'à une époque où on utilise des effets spéciaux, vraiment, même pour des films qui ne méritent pas des effets spéciaux, ce qui m'intéressait, c'était de retrouver vraiment, de me retrouver un peu comme les premiers cinéastes qui découvraient la vie avec leur caméra. Bon, je sais bien que c'est impossible aujourd'hui, parce que notre œil est très entraîné, mais j'essaie de retrouver un peu cette innocence qu'avaient les premiers cinéastes quand ils filmaient. Et c'est un peu, j'essaie d'avoir ce regard un peu pour tous les films que je fais. Bon, on parlait des cinématons, mais aussi beaucoup d'autres films. Et je sais que c'est pas facile parce qu'on a un bagage culturel important. Puis en plus, en ce qui me concerne, je suis quand même assez cinéphile, donc je connais pas mal de films. Peut-être que les cinéastes les plus primitifs sont ceux qui ne connaissent pas le cinéma, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est ce que j'essaie toujours d'être le plus innocent possible. Mais c'est un exercice, c'est un exercice, disons, intellectuel qui demande peut-être un certain effort, mais en même temps, pour moi, c'est essentiel. Parce que si c'est pour filmer comme tout le monde filme, je ne vois pas tellement l'intérêt. Donc, cinéma primitif, en même temps, c'est filmé de façon très primitive. C'est avec une simple caméra, avec très peu de moyens. On n'a pas parlé de la production, mais en fait, c'est ce que j'expliquais, l'inventaire de la Croix-Rousse avait été produit. Les personnes qui ont travaillé sur le film ont été payées, comme sur n'importe quel film. Ensuite, on a essayé de chercher de l'argent avec Philippe Givas, on n'en a pas trouvé. On a été refusé à l'avance sur recette. La ville de Lyon n'était pas intéressée. Bon, après, donc, le producteur a dit, bon, écoute, vole de tes propres ailes, voilà, tu te débrouilles toi tout seul. Et voilà, j'ai continué le film dans mon coin. Bon, c'est sûr que si on avait eu une aide, je n'aurais pas mis 11 ans de tournage, je l'aurais fait en un an ou deux, quoi. Et bon, à partir du moment où j'étais lancé, je ne pouvais plus m'arrêter. Ma première remarque était comme celle de Jacques, franchement, j'aurais aimé savoir, mais les voitures. C'est-à-dire, on ne voit beaucoup plus de voitures que des piétons, que des habitants. On a l'impression d'une ville vide. Alors, je ne sais pas, il n'y a pas eu la réponse à la question si c'était souvent en été, en août, on ne voit pas les gens travailler ni en venir. Et c'est une ville, il y a des voitures. Et alors, il n'y a pas d'habitants, donc de temps en temps, on voit une personne qui passe, voilà. Et puis les commerces, maintenant de la vie, il y a quelques rues. Il y a des rues, il y a plus de commerces. Enfin, il y a des arrondissements, il y a peut-être plus de commerces. Mais quand même, la vision du 7e, que je ne connais pas particulièrement, le nombre de rues minérales, où il n'y a pas un arbre, des voitures, il y a beaucoup d'entrepôts industriels, beaucoup de trous dans l'urbanisme, beaucoup de choses industrielles, et pas de vie. Pas une ville vivante. L'image du moins. Mais n'importe comment, c'est pas seulement le 7e arrondissement, c'est toutes les villes. Moi, je voyage beaucoup et on avait une discussion tout à l'heure, on parlait de Paris, c'est exactement la même chose. Moi, je connais des quartiers de Paris, vous vous baladez le dimanche matin, il n'y a absolument personne, alors qu'il y a, je sais pas, il y a quelques décennies, c'était noir de monde. Donc, il y a le même effet partout. Ah oui, bien sûr, là, ça dépend. Enfin, je parle du monde occidental. Hein. Ailleurs, c'est complètement différent. Hein. Je connais des villes où il n'y a absolument personne, hein, par exemple, pour d'autres raisons, mais on parlait encore de Dubaï, par exemple à Dubaï, on ne peut pas se promener dans la rue parce qu'il fait trop chaud, donc les gens ne sont jamais dans la rue. Alors peut-être au mois de décembre, au mois de janvier, ou peut-être février, où il fait un peu plus frais, mais il n'y a personne parce qu'il fait trop chaud. Mais bon, c'est pour d'autres raisons là. Mais c'est en tout cas un constat qu'on retrouve dans toutes les villes. Bien sûr. Maintenant, il y a des supermarchés qui localisent qui remplacent des centaines de boutiques qui existaient il y a quelques décennies encore. Et donc voilà, le résultat, oui. Tout à l'heure, Dario a prononcé le terme d'épuiser un lieu, épuisement de lieu, donc c'est un peu altruisme évidemment, mais on pense immédiatement à la tentative d'épuisement d'un lieu parisien de Pérec. Alors, je voulais savoir si, dans la mesure où Pérec a écrit ses textes dans les années 70, donc au moment où vous êtes arrivé un peu dans le cinéma, est-ce qu'il y a consciemment ou non, une influence, une trace, et plus indirectement, est-ce qu'il y a derrière une émotion particulière qui vous pousse vers certains projets? Je pense aussi puisque vous êtes croix-roussien,
à quelqu'un comme Roubaud, la forme d'une ville change plus vite hélas que le cœur des humains. Donc ces projets qui sont à la fois des projets intimes, personnels, des autopsies, littéraires, mais aussi chargés d'une vécu particulière. Voilà. Non, parce que là, par exemple, les inventaires, ça fait partie d'une sorte de collection qui s'appelle Mes villes d'habitation. Donc je me suis intéressé qu'aux villes où j'ai habité. Et encore, je n'ai pas fait toutes les villes, je ne les ferai pas toutes parce qu'il y a une ville où j'ai habité qui est Dijon, donc bon, maintenant c'est trop, les grandes villes j'arrête, puis j'ai habité à Paris, donc là ça serait aussi compliqué. Donc ça je pense que les seuls inventaires que je ferai, ce seront des villes de petite importance. Comme les villes de petite importance où j'ai habité, je les ai déjà filmées. Donc, mais alors, c'était par rapport à la question au début, j'ai perdu le fil de la question. Au début, vous me posiez la question. Je voulais savoir si dans votre écriture cinématographique, il y a ah oui, Pérec, des réminiscences, des échos. Oui, non, alors, donc déjà, bon, pour revenir à Pérec, dit très bizarrement, je connaissais Pérec de réputation, je savais même qu'il avait eu le prix Jean Vigo en 1974, le film qu'il a fait, qui s'appelle Un homme qui dort, que j'avais pas vu à l'époque, je ne sais pas comment ça se fait. Et en fait, je ne connaissais pas du tout Pérec jusqu'en 1983, jusqu'au moment où l'amie avec qui je vivais, elle m'avait dit il faut absolument que tu lises Pérec. En plus, elle avait plein de livres de Pérec. Et en fait, j'ai lu les livres de Pérec, je me suis aperçu, c'est vrai qu'il y avait plein de points de rencontre et que j'ignorais complètement au début, quoi. Et alors, bon, ça c'est une chose. Alors, pour répondre à votre question, tous les films que je fais pratiquement relèvent de près ou de loin de l'autobiographie, c'est-à-dire que c'est toujours lié par rapport à mon vécu. Même des films où ça ne paraît pas être le cas, c'est quand même le cas, toujours. Et rien qu'avec ça, déjà, j'arrive pas à suivre, j'arrive pas à faire tous les films que je veux faire. Et je réponds à ce que disait Jacques dans la présentation. Non, je sais combien de films j'ai fait. Dans mon site, donc j'ai un site où il y a une rubrique qui s'appelle Filmographie. Si vous allez dans cette rubrique, il y a absolument tous les films que j'ai fait terminés. Je parle pas des films qui sont en cours, que je ne finirai peut-être jamais, mais tous les films que j'ai terminés, je crois qu'il y en a 728, ils sont sur le site avec une fiche technique la plus complète possible, un résumé, une photo, enfin des critiques s'il y en a eu sur ce film-là. Donc ça, tout est très répertorié. Et on a même créé avec la Bibliothèque nationale de France un fonds Gérard Courant, donc avec l'essentiel de mes films. Et voilà, c'est ce que je voulais dire. Il y a quand même une grande différence entre la démarche de Pérec et la tienne. Quand on remonte la rue Villain, c'est chargé de mémoire, c'est chargé d'émotion. Au fond, ce qui frappe dans le rapport que tu as à Lyon, c'est quand même le fait que tu es né à Lyon. Donc, tu filmes ta ville natale, mais tu n'y es resté que 6 mois. Tu es parti de Lyon à l'âge de 6 mois et tu as passé plus de 10 ans à filmer une ville où tu n'as resté que 6 mois et dont tu n'as aucun souvenir. Donc il n'y a pas de mémoire affective, autobiographique. J'ai des souvenirs d'enfance, parce que j'y retournais à la famille. Pour voir la famille, mais c'est pas des... Par rapport à la dimension du projet systématique, de l'inventaire de la ville, c'est quand même moins personnel, je trouve, comme attache. C'est un peu un prétexte qui... Ensuite, il faudrait effectivement creuser pourquoi tout d'un coup, le simple fait d'être né quelque part te donne envie de te lancer dans un projet aussi gigantesque. C'est plutôt ça qui me ferait question, c'est l'écart qu'il y a entre en tout cas, si j'étais né à Paris... du projet et le prétexte assez ténu. Enfin, si j'étais né à Paris, par exemple, je n'aurais pas fait l'inventaire de Paris, parce que c'est pas possible, ni vie ne le permettrait pas. Donc, j'ai eu la chance aussi que Lyon ne fasse pas 10 millions, enfin, fasse pas la population la taille de Paris, c'est ça que je veux dire. Voilà. Ouais, mais 10 ans c'est considéré comme ton âge, et quand tu venais à Lyon, tu me disais que tu faisais des kilomètres. Oui, alors, voilà, pour être précis, on a c'est à ma mère, une maison familiale à Prié-sur-Ain, c'est à côté de Pontin, c'est à peu près 55 km d'ici.
Et donc quand j'y vais de temps en temps là-bas, passer quelques villégiatures, et donc je pars le matin, je vais à Lyon, donc j'arrive à Lyon à 9h, et puis je filme toute la journée, et puis je repars le soir. Et donc voilà, c'est pour ça que le film, j'ai pu le faire sans aucun financement extérieur. Je profitais de mes séjours dans la région pour venir à Lyon. C'est pour ça que ça a duré longtemps aussi. Parce que si j'avais... ne serait-ce que si cette maison familiale avait été dans Lyon, pareil, ça serait allé beaucoup plus vite. Et arrondissement par arrondissement. Alors au début, je papillonnais, et puis, mais au bout d'un certain temps, j'ai fait après arrondissement par arrondissement, tout en revenant de temps en temps dans des arrondissements, parce que je m'apercevais que j'avais raté telle rue ou telle place, parce qu'en cours de route, j'ai découvert des documents que je n'avais pas au départ. Au départ, j'avais qu'un plan assez classique de Lyon, et après j'ai fait des recherches, notamment sur Internet. Bon, il y a notamment il y a un site qui est très bien fait, qui s'appelle Rue de Lyon. Et là, j'ai découvert des rues dont les noms ne figurent sur aucun plan, donc j'aurais jamais pu les filmer sans ce site, par exemple. Et voilà, donc avec toutes ces recherches, j'ai pu trouver plein de noms, souvent des noms de squares aussi qui n'ont pas de nom. Vous pouvez vous balader, il n'y a pas de plaque, sur les plans, il n'y a pas de nom. Et donc, normalement, vous dites, bon, ben là, c'est vrai, c'est un square, mais qui n'existe pas. Et en fait, il existe quand même, parce que ce square-là, il y a 2 siècles, il y avait un nom, le nom a été perdu. Et grâce à ce site, par exemple, le type, il a fait des recherches historiques, il a retrouvé les noms, par exemple. Donc, ça, il y a 10 ans, je n'avais pas accès à ces informations-là. Donc, heureusement que le film a duré un certain temps, ça a permis d'être plus exhaustif, ça c'est certain. Et puis ça permet de voir la ville changer encore plus, puisque en 10 ans, donc, il y a eu pas mal de modifications dans certaines parties de Lyon. Il y a eu la percée, la création de certaines rues ou avenues ou places, et aussi la disparition de certaines qui n'existent plus. J'ai filmé des rues qui n'existent plus. Plus qu'une question, c'était un commentaire et, par rapport à ce que disait monsieur. J'ai vécu 10 ans dans le 7e, donc en fait, ça ne m'a pas étonné de voir des rues sans trop de population. Il y a notamment ce quartier près de Jean Jaurès Je t'écoute. Qui est tout nouveau. Les rues se sont créées, beaucoup de rues se sont créées. Et donc, absence de commerce, où il y a quand même c'est quand même un quartier qui est en train de se restructurer. Et la marque la plus forte de cette chose-là, c'est le quartier du Bonlay, qui est le plus gros programme urbanistique de l'histoire de Lyon, avec une concentration d'immeubles et de population inouïe donc dans le 7e. Voilà, ça c'était par rapport au vécu. Ayant vécu 10 ans dans le quartier, je n'ai pas été étonné de voir aussi peu de monde, parce que c'est un quartier qui est en train de trouver une autre voie, une autre construction. Ce qui m'a frappé, c'est l'exercice que j'ai eu. Alors je ne sais pas si tout le monde l'a eu, mais en tous les cas, on est dans une rue et puis soit on repère tout de suite où on est et on la situe par rapport à d'autres villes, soit il y a quand même un petit moment nécessaire. Donc les 20 secondes, 25 secondes sont très bien vues parce qu'on a besoin de se resituer. Parce qu'on n'est pas dans le bon sens, mais en fait le bon sens c'est le nôtre, c'est pas le tien qui est mauvais, c'est celui qu'on a finalement de la vision de cette rue, notre pratique quotidienne, le fait de toujours aller dans le même sens. On s'aperçoit qu'on voit la rue à l'envers, enfin du moins c'est le vécu que j'avais, j'ai vu les rues comme je ne les ai jamais vues alors que j'ai vécu pendant 10 ans. Et ce qui m'a marqué aussi, j'ai reçu un ami colombien qui n'était pas venu à Lyon depuis 10 ans, et puis il ne cessait de me dire pendant son séjour qu'il ne reconnaissait pas Lyon, alors que bon, je ne l'avais pas amené dans les lieux recréés de toutes pièces comme la Confiance, mais dans des lieux où il n'y avait pas eu de grand changement. Il me disait je n'arrive pas à reconnaître, alors il parlait de couleur, d'un immeuble qui avait un petit peu changé. Et en fait, je viens de comprendre un petit peu, même beaucoup, ce qu'il me disait, c'est qu'il suffit qu'un immeuble apparaissent ou disparaissent pour qu'on ait une perception complètement différente de la rue. Et je crois qu'on a fait l'expérience avec la MIP, là où on est. En ce qui me concerne, j'ai mis un peu de temps à voir où on était situé par rapport à cet exercice. Et donc c'est la démonstration, finalement, ton film nous permet de faire l'expérience
de cette chose-là, c'est que les choses peuvent changer de manière plus ou moins forte et on a quand même des repères assez personnels face à la ville, peut-être un peu fragiles, qui peuvent bouger de manière assez incroyable, quoi. Oui. Voilà. C'est un commentaire. Oui, oui, parce que là, par exemple, je pense, justement, ça me fait rebondir, parce que j'ai un ami de la Croix-Rousse, qui est Pierre Lodigeois, qui est une personne qui fait des films et qui organise des festivals de cinéma. Et donc, il a montré, enfin, il était prof de cinéma, donc il a montré plusieurs fois le film sur la Croix-Rousse, et je suis allé le montrer dans son lycée, le lycée Listo à Nantes, bon, plusieurs fois. Et il dit, c'est absolument incroyable, parce qu'il me dit, j'étais persuadé de connaître la Croix-Rousse, mais parfaitement, mais après avoir vu ton film, les trois quarts des rues, je ne les connais pas, c'est absolument incroyable. C'est-à-dire qu'en voyant ton film, j'ai redécouvert, ou j'ai découvert la Croix-Rousse que je croyais connaître. Bon. C'est une réaction par rapport à... J'ai aussi une impression, et ça, du fait d'avoir remarqué une quantité assez incroyable d'accès interdits, je me dis que peut-être vous avez, consciemment ou pas, choisi souvent dans des sens uniques, le sens contraire au sens des voitures. Donc, je pense à Rémi, qui est un grand chauffeur. En quelque sorte, ça inverse le point de vue de la voiture. Donc, c'est ça qui amène d'une certaine manière à redécouvrir une ville, parce que c'est l'envers du décor. Alors, je me posais la question si par rapport au sens de la marche, parce que... Je ne sais pas. Il ne me semble pas que j'ai filmé, je ne sais pas s'il y a plus de 50% de rues qui sont en sens interdit. Franchement, en tout cas, ce n'est pas une recherche. Hein. Je pensais que par rapport au point de vue, ça permettait de voir les voitures venir vers la caméra, plutôt que voilà. Oui, mais... Je l'ai un peu remarqué, mais après il faudrait faire des statistiques finalement. Il faudrait faire des statistiques sur l'ensemble de tout le film. Sachant que de voir des voitures qui s'éloignent, c'est le train de faire lumière. Mais pour reprendre là ce que vous disiez, là, par exemple, j'ai filmé, justement toute la Croix-Rousse avait été filmée fin octobre. Alors, c'est vrai qu'il y avait plus de monde dans la Croix-Rousse, parce que c'est un quartier où il y a plus de monde, ça c'est évident, mais c'était pas la foule non plus, hein. Il y avait beaucoup d'endroits de la Croix-Rousse qui ressemblaient au 7e là, et pourtant c'était tourné plutôt vers la fin octobre. Oui, ça nous interroge sur les pratiques urbaines. Oui. Vous avez dit que la ville de Lyon n'était pas intéressée par votre projet. Est-ce que au niveau de l'archive nationale, vous avez des personnes qui sont... On vous entend pas bien là. Pardon. Ce que je disais, c'est que vous avez dit tout à l'heure que la ville de Lyon n'était pas intéressée par votre projet, j'avais pas bien souvenir. Est-ce que au niveau des archives nationales, vous avez tenté justement de les approcher? Qu'est-ce que vous appelez les archives municipales? Les archives municipales de Lyon ou nationales, je ne sais pas, parce que c'est un témoignage quand même... Non, parce que c'est à la BNF maintenant. Hein. Ouais. C'est la Bibliothèque nationale de France. Hein. Donc ça y est. Ça y est, oui. Mais ils n'ont pas financé, mais le film y est entièrement. Hein. Oui. J'ai une question, j'espère que je ne vais pas vous faire répéter, je suis venu un peu en retard. Quand vous avez commencé ce film-là, est-ce qu'il était prévu ou non prévu? C'est-à-dire un peu comme James Mekas qui filme pendant plusieurs années, puis un jour les copains me disent mais tu devrais regarder des films que tu as fait, ces archives-là. Et en fait, au final, il a fait un film well done. Est-ce que vous, ça a été à peu près ce même processus? C'est d'abord, je flatte un peu dans Lyon, je rassemble des archives cinématographiques et c'est au moment où je les regarde. Non, mais j'ai expliqué tout à l'heure la genèse. Hein. Je suis navré, excusez-moi. Non, mais c'était donc non. Enfin, je ne veux pas répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, mais j'ai commencé par un quartier d'abord, et après c'était la Croix-Rousse, et après un petit peu réflexion, je me suis dit il faut que je filme toute la ville. Mais j'avais quand même filmé, je crois, 185 ou 195 rues au départ. D'accord, excusez-moi. Oui. Alors. Mais vous avez dit que vous avez fait un peu comme les Lumières, sauf qu'eux, ils avaient la contrainte technique des 50 secondes. Et du coup, vous avez fait aussi avec quoi, juste 20 secondes, vous avez plus de rush et vous avez choisi dans les 20 secondes. Et si oui, quels ont été vos
critères? Est-ce que vous avez essayé de retenir des expériences en fécond Oui. En général, ça dépendait des rues, mais je pouvais filmer jusqu'à 1 minute. Mais certaines rues, je filmais vraiment le minimum. Et après, bon, au montage, quand j'avais, par exemple, si j'avais 1 minute, c'est sûr que j'avais plus de possibilités de faire des choix. Et après, le choix se faisait par rapport à l'ensemble, par rapport à l'ensemble du montage. C'est-à-dire, j'essayais d'équilibrer ou de faire des ruptures. Il y avait aussi plusieurs prises, quelquefois, des rues. C'est ça. Ça, je n'ai pas expliqué. C'est pas comme les cinématons. Un cinématon, il n'y a qu'une seule prise. Là, pour les vues de Lyon, souvent il n'y a qu'une seule prise, mais quelquefois il y en a 2, 3, 4 ou 5 parce que je n'étais pas satisfait pour des questions. La lumière ne me satisfaisait pas, ou l'angle de prise de vue ne me satisfaisait pas. Il y avait différentes raisons qui faisaient que je pouvais refilmer disons, la même rue, des fois le même jour, et quelquefois 1 an après ou 2 ans après. Mais souvent, il n'y avait qu'une seule prise quand même. Disons, la majorité quand même, c'était une seule prise. Je suis surpris. Quand je vois si la caméra enregistre toujours. Peut-être changer la cassette. Je regarde. Où est-ce qu'on est ? Bientôt. Je suis étonné par le fait que c'est un projet qui est très systématique, donc qui est un dispositif, c'est un film à dispositif. Le dispositif, il est très rigide, pour chacune des rues, on connaît les règles du jeu, mais c'est un jeu, c'est-à-dire que dans ce dispositif, ce à quoi on est finalement le plus sensible, c'est pas à la récurrence et au cadre, au fait que les choses se répètent, mais c'est au fait que chaque prise peut réserver son lot de surprises. Et c'est aux aléas qui entrent dans ce cadre, qui font qu'il y a des allées-venues, il y a tout d'un coup une voiture, un tram, qu'il y a un cycliste derrière le tram, une entrée de champ, une sortie de champ, un bruit, on pourrait parler de cet aspect sonore aussi, des bruits de la rue, ou alors s'il n'y a rien qui se passe, il n'y a pas d'animation dans la rue, on commence à être attentif au bâti, on se dit vraiment que ce 7e arrondissement ne sera pas une très grande page dans l'histoire de l'architecture. C'est quand même assez moche dans l'ensemble, c'est pas une publicité pour l'Office du tourisme. Je crois que si on montre ça dans les festivals, il y aura un effet exactement inverse à celui de Saint-Marcelin. Je ne pense pas que ça donne, le 7e donne vraiment envie d'aller habiter Lyon. Alors, en revanche, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a vraiment beaucoup d'aléas, beaucoup de surprises. Alors, on peut s'intéresser à chaque plan. Parfois, on est un peu distrait, l'attention est flottante, on revient dans le film. On revient, mais c'est ça qui est très marrant avec ce dispositif, c'est que par rapport au spectateur, il y a un jeu avec nous, et il y a un jeu sur le détail, un peu à la Tati, où on sourit, on attend quelque chose, on attend le petit événement qui nous fera comprendre que la ville, le portrait d'une ville, c'est plein de petits détails en fait, c'est au détail que moi je me suis intéressé. C'est assez homogène quand même, cet arrondissement, je trouve. Je trouve aussi. Trop, parce qu'une ville doit être très... c'est pas une ville, parce que ce n'est qu'un arrondissement. Mais disons, une ville, il doit y avoir une diversité, il doit y avoir des endroits où il se passe beaucoup de choses, des endroits au contraire c'est très calme, il faut de tout dans une ville. Bon là, ce qu'on voit du 7e, disons, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. Enfin, il n'y a pas une diversité énorme, je trouve. Mais c'est en faisant le montage qu'on le découvre. Et tu as triché ou pas? C'est-à-dire à quel niveau? Alors, est-ce que les bruits sont les bruits, vraiment les bruits qu'on entend? Si tu appelles ça tricher, oui, j'ai fait mon métier de cinéaste, donc bien sûr il y a énormément de travail, par exemple, ce qu'on appelle en termes techniques le montage son, donc oui, il y a énormément de travail de montage son, parce que si j'avais livré le son originel tel qu'il est sorti de la caméra, peut-être que vous seriez sorti au bout de, je sais pas, d'un quart d'heure. Donc une grande partie des rues, le son est retravaillé à partir des sons qui sont faits sur place, mais pour que ça soit audible, pour que ça passe. Parce que là, vous dites, il y a beaucoup de bruit, mais alors si vous entendiez tel que ça sort de la caméra, c'est terrible, parce qu'une voiture qui est à l'arrêt, qui fait marcher son moteur, mais on n'y fait pas attention dans la vie courante. Mais en fait, ça fait un boucan énorme, et ça dérange tout le monde. Mais on en a même plus conscience. Mais la caméra, elle, c'est une machine, elle enregistre vraiment tout
tout ce qu'elle voit et tout ce qu'elle entend, je peux vous dire que il y a des plans qui seraient totalement inaudibles. Alors, je ne dis pas que c'est pas intéressant de mettre des plans inaudibles, mais quand c'est la moitié des plans qui sont inaudibles, à la fin, ce serait complètement indigeste, le film, il serait insupportable. C'est marrant quand on voit des plans où il n'y a pas de bruit sur ce qu'on voit, mais le bruit vient de derrière. Oui, la force du hors-champ. Et on se demande ce qu'il y a derrière. Ben oui, il y a un bruit énorme, mais la rue est vide. Oui, bien sûr. Ben, c'est ça qui est intéressant aussi dans une ville. Là, bon, on a le regard qui est fixé dans un axe, il y a d'autres axes, il y a derrière, à droite, à gauche, qu'on ne voit pas, qui sont hors-champ, et où il se passe beaucoup de choses. Bon, c'est la force du hors-champ, ça c'est depuis que le cinéma existe. Et est-ce que ça a intrigué les passants ou les voitures ou les cyclistes ou je ne sais pas, la caméra posée sur son pied, est-ce que les gens la regardent pas? Regardez, on a l'impression que Moïse, à part un qui dit il y a un radar. Il y a un radar, c'est marrant. Non, mais parce que je filme très rapidement, c'est-à-dire que je ne reste pas dans un endroit. Si je restais longtemps dans un endroit, c'est sûr qu'il y a des personnes qui viendraient discuter avec moi, parler avec moi. Et en fait, j'essaie de rester le moins longtemps possible, tout simplement pour des raisons techniques. Si je passais beaucoup de temps, je ne sais pas, 4-5 fois plus de temps là, j'aurais toujours pas fini mon film, on serait là dans 20 ans pour en parler. Donc disons, j'ai appris à filmer vite, donc je m'installe très rapidement et je ne reste pas. Dès que j'ai fait mon plan, hop, je suis parti, je vais aller ailleurs faire le prochain plan. Donc en fait, c'est arrivé quelquefois que des personnes viennent me discuter un petit peu avec moi, mais ça ne les engage pas parce que je ne reste pas, quoi. Je pars le plus vite possible et aussi ça me permet aussi de ne pas avoir de problème avec des riverains. Par exemple, normalement, j'aurais dû lui demander l'autorisation de la ville, parce qu'on n'a pas le droit de filmer sur pied dans le domaine public. C'est une loi de Vichy, ça fait partie des nombreuses lois de Vichy qui n'ont pas été supprimées. Celle-là, elle n'est toujours pas supprimée. Si vous tournez en 35 mm avec caméra sur épaule dans la rue, vous n'avez pas besoin de demander d'autorisation. Par contre, si vous tournez même avec cette petite caméra-là sur un trépied, vous devez demander l'autorisation à la ville. Donc en France. Je vais changer de place. Mais c'est authentique, ça. D'ailleurs, une fois que j'étais en train de filmer un cinématon dans un parc à Paris, c'était en 80, et il y a le gardien du parc se précipite vers moi en disant « Vous n'avez pas le droit de filmer ». Je leur dis oui, vous voyez, je suis en train de filmer monsieur, là, voilà, c'est un ami, je suis en train de le filmer. Ah non, vous n'avez pas le droit. Écoutez, vous voyez bien qu'on ne fait pas de mal. Et d'un seul coup, il y a une personne qui arrive, qui avait dû faire peut-être la guerre de 14, vraiment, il arrive, il vient nous défendre, et il leur dit, mais vous ne vous rendez pas compte de ce que vous dites? Mais si, c'est mon travail. Mais... Vous vous rendez compte? Alors, c'était en 1980, à l'époque de Brejnev. Il dit, mais même sur la place rouge, on peut filmer sans autorisation. Alors là, le type, le gardien, il ne savait plus quoi dire. Mais vraiment, il ne savait plus quoi dire. Parce qu'en 1980, l'URSS, Brejnev, ça représentait quelque chose. C'est vrai qu'on pouvait filmer sur la place rouge sans autorisation à l'époque de Brejnev, alors qu'en France, en 2015, vous êtes dans un parc, vous devez demander une autorisation. Moi, j'ai fait des films qui étaient qui étaient produits de façon officielle, donc là, il fallait demander une autorisation au service des parcs et jardins de Paris, je sais, ça m'est arrivé plusieurs fois. En tout cas, ce qui serait étonnant, c'est qu'on fasse un remake de ce film dans 50 ans, en adoptant exactement les mêmes points de vue que ceux que tu as adoptés pour voir et pour étudier les changements de la ville. Une ville change tous les jours, il y a tous les jours des choses étonnantes. Le fait d'être ici aujourd'hui quand même un clin d'œil ironique à ces mutations de la ville, puisque cet immeuble n'existait pas quand tu as filmé, et il est présent dans le champ, dans deux des rues Jaboulet, et tu as filmé dans l'axe exactement qui correspond au point dans lequel l'affiche on se trouve. C'est l'affiche, l'image de l'affiche. L'image de l'affiche, c'est un grand vide, mais on y est.
Et puis, la rue Rollin, ça c'est. Moi j'attendais la rue Rollin avec curiosité. Effectivement, j'étais un peu déçu parce que comme tu es allé prendre la rue Rollin, mais avant le croisement avec l'avenue Berthelot, du coup, on est très loin et on est dans la profondeur de champ. On devine cet espace qui est un parking, mais il faut vraiment le savoir pour situer l'endroit où on se trouve aujourd'hui. On le voit mieux, on est tout près de cet ex-terrain vague constructible depuis la rue Jaboulet. Parce que je voulais dire quelque chose là, j'ai oublié, mais ça va revenir. Mais la ville change et ce que tu as enregistré finalement sera aussi précieux pour les gens qui étudient la ville et pour connaître leur mutation. C'était une valeur d'archives. Oui, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. C'était bon, ça revient au même. Hein. Parce que pour l'inventaire de Saint-Marcelin, je lui avais donné un titre, À travers l'univers. Et en fait, pourquoi À travers l'univers? Parce que j'avais imaginé que si par exemple, hypothèse d'école, des extraterrestres, donc, qui ne connaissent pas la Terre, donc, et la copie de À travers l'univers, donc la copie de l'inventaire de Saint-Marcelin, donc, s'ils regardaient ce film, donc, ils pourraient avoir une idée de ce qu'est le monde, donc, enfin, du début du XXIe siècle. Le film est tourné en 2004. Alors que c'est filmé dans une petite ville, donc c'est une petite ville, dans un petit pays, la France est un petit pays sur Terre, et donc en fait, rien qu'à... Mais ça nous donne des milliers, des centaines d'informations, et donc les extraterrestres pourraient se faire une idée de ce qu'est la Terre. Voilà. Donc, alors évidemment, si vous voyez l'inventaire filmé de Lyon, ça serait encore plus. Mais voilà. Je trouvais ça aussi intéressant sur le nom des rues. Parce que là on a aussi ce côté nomenclature, il y a une sorte de poésie aussi, poétique du nom, et on s'aperçoit beaucoup. Il y a beaucoup d'universitaires, on n'est pas très étonné, on est dans le cahier des universités, la mémoire de la guerre aussi qui était très présente, avec les dates qui sont indiquées lorsqu'il s'agit de quelqu'un qui est mort tragiquement sur le nom en 42, en 44, c'est indiqué. Et aussi les noms qu'on donne aujourd'hui, il y a des modes qui font que à certaines époques on donne des types de noms, et il y a un lien entre l'urbanisation et puis les séries de noms. Il y avait beaucoup il n'y a pas si longtemps, il y avait beaucoup de patriotes, en fait, des héros des guerres, surtout de la Première Guerre mondiale et de la Deuxième Guerre mondiale, et maintenant on a des héros de l'antiracisme, par exemple, dans beaucoup de villes. La rue de l'effort. Alors l'effort et l'épargne, les noms qu'on donnerait. Ça termine par le repos. On fait l'effort, on fait de l'épargne et on va au repos. Vous insistez quand même sur les martyrs de la résistance. Si je peux... Non, dès qu'il y a des informations supplémentaires, je reste plus longtemps, que ce soit la résistance ou pas, je fais en sorte qu'on puisse le lire en entier. Ça c'est pour moi essentiel. À partir du moment où je filme une plaque, je fais en sorte qu'on puisse la lire donc jusqu'à la fin. Alors par chance à Lyon, les plaques, il n'y a personne de la ville, j'espère. La ville s'est pas fatiguée. Les plaques sont très courtes. Et par exemple, je prends l'exemple de Saint-Marcelin où pratiquement la plaque, il faut presque lire pendant 30 secondes. On raconte pratiquement la vie du personnage. Donc ils ont fait des très très belles plaques dans le centre-ville avec certains personnages qui méritent d'être connus et qu'on ne connaît pas, et vraiment on a une biographie à chaque fois. Les informations qui se perdent, j'avais trouvé dans une brocante une des plaques du 7e, que j'ai conservée précieusement parce que ça fait partie des plaques bombées, les plaques d'autrefois qui étaient légèrement bombées. C'est la rue Chateaubriand que j'avais achetée. J'ai donc acheté la rue Chateaubriand, et sous le nom de Chateaubriand, dans l'ancienne plaque, il y a la précision littérateur. C'est d'abord assez rare quand même pour désigner un écrivain. Tu sais, alors que ça n'est plus sur la plaque moderne que tu as filmé, j'ai vu qu'il n'y avait plus littérateur. Ils ont enlevé ça, c'est dommage. Non, il y avait quelque chose d'extraordinaire. À Saint-Marcelin, il y avait le nom d'un peintre, et en dessous c'était marqué peintre local. Alors là, je ne sais pas s'il a apprécié. Non, mais les plaques, c'est. Donc, si vous voyez d'autres parties de Lyon, par exemple, plus dans le premier, il y a des plaques qui sont spéciales dans des quartiers un peu plus huppés, disons. Là, ils ont fait des plaques plus sophistiquées, disons.
Et ça, quand j'avais la possibilité de filmer des plaques qui sortaient de l'ordinaire, ça j'en profitais. Des fois, ça m'arrivait de filmer plusieurs fois une plaque, parce que d'un seul coup, j'avais déjà filmé la plaque, et là, je voyais la même plaque, enfin la même rue avec une plaque qui sortait de l'ordinaire, disons, ça j'essayais de la filmer. Mais là, dans le 7e, pas tellement. Mais il devrait faire des efforts sur les plaques. Ça coûte rien. Ça coûte pas très cher. C'est vrai que je pense que les gens de la mairie se disent, oui, bon, les gens, ils se disent peut-être que ça n'intéresse pas le public de lire ce qu'il y a sur une plaque, mais si une plaque voilà, peut nous apprendre plein de choses, ça peut nous donner envie de découvrir peut-être un écrivain, un peintre, je sais pas, un musicien. Là, j'ai découvert la rue du château de Gerland. Je ne connaissais pas cette histoire d'un château à Gerland. Je n'imaginais pas un château. Il existe encore, je crois, plus ou moins en ruine. Mais... Je ne connais pas l'histoire de château. C'était juste une remarque sur les plaques. Il y en a une, j'oublie le nom de la personne, mais son identité c'était coopérateur. Oui. Alors, bon, ça ouvre des horizons. Il est fondateur d'une coopérative, ça renvoie donc à une sémantique historique aussi, à la nomenclature et à l'histoire sociale. Moi, je trouve qu'il y a presque une typologie à faire sur la manière dont fonctionne le lien entre la plaque et le plan qu'on voit. En tout cas, je trouve que ça se déplie de manière assez troublante. L'impasse des Chalets, on voit les triangles des pignons, on associe immédiatement au point de vue plastique. En tout cas, Gilbert Dreux assassiné sous l'occupation allemande. Moi, mon réflexe a été où, dans quelle maison? Et là, on se dit, mais non, l'arbitraire de l'onomastique fait que simplement, il y a peut-être mort à Lyon, mais pas forcément dans cette rue. Où le sapeur-pompier mort au feu, c'est la même chose. J'ai trouvé qu'il y a toute une mise en relation qui donne à la fois une consigne de lecture et en même temps un support à complet à l'imagination qui est sans limite finalement. Donc, je trouve que ce jeu entre la plaque et finalement la rue est assez passionnant dans l'expérience. Il y a une chose qu'il faut signaler aussi, il y a des rues où il n'y a pas de plaque. Alors dans les rues qui sont des rues un peu normales, il y a des plaques. Mais dès qu'on arrive dans des endroits un peu plus reculés, quelquefois des impasses, les plaques, un jour quelqu'un les a enlevées pour mettre, je ne sais pas, pour en faire quoi, mais on ne les a pas remises. Donc il y a des endroits, il n'y a pas de plaques. Alors peut-être monsieur, je ne sais pas. Non, je on n'a pas le droit. Non, je sais qu'on n'a pas le droit. Mais donc il y a des endroits où les plaques disparaissent. Alors que faire? Et souvent il y a des endroits style square ou place, il n'y a pas de plaque. On sait plus ou moins que ce lieu, c'est le square Intel, mais il n'y a aucune plaque. Donc j'ai été obligé quand il n'y avait pas de plaque, et c'est arrivé quand même assez souvent sur l'ensemble du film, j'ai été obligé de fabriquer des fausses plaques. Alors je sais que c'est interdit par la police pour les fausses plaques de voiture, mais là j'ai fabriqué des fausses plaques de rue. Peut-être pour rebondir sur ce que disait Nejma, ce qui est vraiment passionnant, c'est aussi, par-delà les questions de tournage, de prise de vue, c'est aussi le montage. Parce que finalement, cette méthode, qui est une méthode aléatoire, qui est basée sur le hasard, comme souvent chez vous, engendre finalement toute une série de significations. Elle a commencé par quelque chose de fondamental au cinéma, qui est cette capacité qu'a le montage de mobiliser l'œil, de nous faire balader dans un... Le montage n'existe pas. Non, il existe toujours avant. Il faut toujours penser le montage au moment du tournage. Bien sûr, mais pour le spectateur, je dis, ça engendre ensuite, ce qui est intéressant, c'est l'écart qui se fait entre une rue et l'autre, ou entre une plaque, ce qu'on imagine derrière une plaque, et ce qu'est l'image mentale qu'on peut avoir, ou le souvenir, et c'est là où le souvenir est finalement pas de vous. Il y a un souvenir au départ qui est votre autobiographie, je vais faire la Croix-Rousse, mais il y a aussi le souvenir de tous les spectateurs qui peuvent s'approprier cette rue où ils ont vécu, ou qui projettent quelque chose et qui la confrontent finalement à l'image qui est donnée en étant dérouté, en étant dépaysé, ou en ne connaissant pas du tout la rue. Donc il y a quelque chose de fondamental
pour le cinéma, de primitif, si on veut, qui est ce potentiel du montage de nous proposer quelque chose qui à la fois active des images mentales et nous donne un moment, un espace et un moment de temps. Donc j'ai trouvé cet écart, enfin, dans le même sens que Nejma, mais vraiment assez très très riche à l'échelle du film d'authentique. Et une dernière chose, par rapport à l'impression sur le vide dans la ville, je pense que c'est aussi lié au fait que finalement chaque rue a à peu près la même durée, la même dignité. Alors, dans notre vécu urbanistique, il est évident qu'il y a des rues où on va plus souvent. Il y a le Kogameta où tout le monde se rue, et d'autres rues où on ne passe jamais, des impasses, etc. Alors, cette méthode est une méthode qui finalement met à égalité, une méthode radicalement égalitaire, mais qui donc crée une expérience scientifique de la vie, d'une certaine manière, qui révèle quelque chose de cette vie, c'est-à-dire l'énormité, la quantité d'espace vide, d'espace non vécu, qu'il s'agit peut-être de se réapproprier. Donc moi j'y vois aussi une valeur, si l'on veut, politique derrière, dans cette manière de nous rendre une image presque scientifique, une dissection, une autopsie de la ville, dans sa nudité, et aussi avec cet écart entre les noms de rues et les rues qui finalement sont de plus en plus aléatoires. Enfin, au fur et à mesure, on se dit, voilà, ce rapport, il n'y a aucun rapport finalement. Et ça rend votre film d'autant plus étonnant parce que il révèle là aussi finalement les raisons profondes pour lesquelles on nomme telle rue d'une certaine manière, c'est-à-dire des raisons qui en général sont très excentrées, qui sont purement d'opportunisme souvent. Voilà. Ah oui, voilà. Totalement, oui, bien sûr. Non, mais oui, non, mais il faut répéter ce qu'on a dit tout à l'heure. Hein. Les commerces ont été supprimés en très grande partie dans les villes. Et voilà ce qui reste. Si on avait fait un inventaire de Lyon il y a 50 ans, il y aurait 10 fois plus de monde. Quand je dis 10 fois plus, c'est même beaucoup plus. Alors peut-être pas dans certaines rues, hein, puis, je ne sais pas, mais les gens marchaient. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui vont prendre leur voiture pour rien, quoi. Mais c'est vrai que ce film, je n'avais pas pensé, redonne sa chance à toutes les rues où on n'a aucune raison d'aller, où on ne passe jamais. Alors on passe toujours dans les mêmes rues, là où il y a du boulot, là où il y a des commerces par définition. Donc toutes ces rues-là, ça leur redonne leur chance. C'est démocratique. Oui, chaque rue a exactement la même durée. Oui, ça remet tout le monde à égalité. Oui. Ce qui n'est jamais le cas dans la vie de tous les jours. Bien sûr. Et pour le côté autopsie, le choix du point de vue frontal, parce que ça va un peu dans le sens de cette idée de scientificité, de dissection de la vie. Parce qu'au début, quand j'ai commencé à filmer, je m'étais dit, je vais me mettre au début de la numérotation d'une rue et je vais me mettre de côté. Et puis très vite, je me suis rendu compte que c'était pas bien. Déjà, de se mettre au début d'une rue, des fois la rue elle tourne au bout de 20 mètres, et puis donc si vous mettez au numéro 1, ça s'arrête au bout de 20 mètres, ça vaut le coup de marcher 20 mètres, et après vous allez avoir toute la rue. Donc l'histoire de commencer au numéro 1, ça j'ai arrêté. Puis l'histoire de le mettre sur le côté, j'avais décidé de le mettre sur le côté, c'était pas bien parce que j'étais caché par les voitures, donc je me suis rendu compte assez vite, justement, en filmant, donc c'est en filmant que je l'ai appris, qu'il fallait que ça soit frontal. Plus j'étais frontal, meilleur serait mon point de vue. Et aussi la lumière, il y a quand même une homogénéité très forte dans la manière de filmer, à la fois pour le point de vue, et aussi ce sont quand même des journées ensoleillées pour la plupart. Il y a un seul plan de nuit, la rue Jacquet. Parce que je ne peux pas tourner sous la pluie, si je filmais tout seul, si on avait été à deux avec par exemple un assistant, c'était possible de filmer sous la pluie. Étant tout seul, je ne peux pas, la caméra, elle ne peut pas prendre l'eau, donc ça fait partie du projet, c'est-à-dire que moi j'aurais voulu filmer sous la neige aussi, dans le brouillard. Bon, mais... ça renforce l'homogénéité quand même du film, comme si chaque rue avait finalement à peu près la même lumière, à peu près la même... Mais peut-être que ça aurait été bien aussi de pouvoir filmer, avoir différentes lumières, différentes saisons. Bon, il y a d'autres arrondissements où on a d'autres saisons, comme la Croix-Rousse par exemple.
Alors j'espère que les extraterrestres vont découvrir cet inventaire, parce qu'ils vont en apprendre des choses. Hein. Ils vont nous rendre visite, attention. Voilà. Tout de suite, on va les envoyer chez vous. Mais non, paraît-il qu'ils arrivaient pas très loin. Là. Il y avait une légende lyonnaise qui disait qu'ils étaient au Mont d'Or, là, vous savez. C'était en fait des plaisanteries de chansonniers dans les années d'après-guerre et qui racontaient des histoires là-dessus. Et en fait, il y avait des gens qui l'avaient pris un peu au sérieux et qui y croyaient. Paraît-il, c'est ce qu'on a raconté. Donc les extraterrestres arrivaient donc, sur le Mont d'Or. Il est 19h, on va devoir se quitter. On n'aura pas le temps de voir les places, les jardins, les squares, mais le principe était le même. On peut les voir sur YouTube. On peut le voir sur YouTube. Voilà. Ainsi que les autres arrondissements. Hein. Les 16 heures de l'inventaire sont ici. Pour avoir vu les places, les squares et les jardins, je peux dire que c'est... ça passe très très vite, c'est un court-métrage, il y a 4 minutes, mais on est encore plus surpris parce qu'on ne connaît pas du tout le nom des squares et des jardins. Et là, pour le coup, autant les rues nous sont familières, autant les squares et les jardins, là, on manque de repères. Il y a plus de chance. Il y a plus de gens, et comme il n'y a pas non plus cet axe frontal, c'est un jardin, il faut un square, bon, c'est pas... La décision de mettre sa caméra là plutôt que là, elle est souvent imposée par la topographie, mais elle n'a pas cette frontalité obsessionnelle qu'on a dans l'inventaire de rue. Donc ça introduit aussi une poésie, une poétique un peu différente, et c'est très plaisant. Voilà, nous reste là. Merci beaucoup Gélin pour ce travail. Merci à vous. Pour le séminaire, c'est juste qu'on se revoit dans 2 semaines pour une séance autour de Steven Bosque et de son cinéma. Et il nous reste encore 3 séances jusqu'à fin juin. Merci. Oui. Est-ce que je ne saurais pas très bien. Non, parce que le geste de jeune artiste plasticienne, il fait quelque chose à faire au cinéma, puisqu'elle prend des champs, alors elle voyage et elle est de quelle région? Elle est d'ici? Non. Attendez, j'arrête la caméra.